Europe 1, Culture Média. Culture Média avec Thomas Hill. Et Thomas, c'est l'heure de la question média du jour. Lorsque leur carrière s'arrête, de nombreux sportifs se tournent vers les médias pour tenter de s'offrir une deuxième carrière. Mais combien sont ceux qui réussissent vraiment? Les portes des médias sont-elles grandes ouvertes pour les anciens sportifs? Comment réussir cette reconversion? On va en parler avec nos invités ce matin. Céline Géraud qui vient de nous rejoindre. Bonjour Céline. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Vice-championne du monde de judo, c'était en 86, reconvertie en journaliste, présentatrice de la tranche info de 13 à 14h sur Europe 1 tous les jours. Et puis nous sommes toujours avec Sylvain Ventre, ancien sportif devenu publicitaire et producteur, et Camille Lacour, champion de natation, reconverti également dans les médias. Quand on est sportif de haut niveau, on ne sait jamais quand est-ce que ça va s'arrêter. On peut se blesser, on peut ne pas être au niveau. Est-ce que vous pensiez à la reconversion déjà pendant vos années de compétition ou c'était très flou pour vous, Céline Géraud? Alors moi, pour le coup, c'était clair. J'avais une vocation, je voulais être journaliste, donc de sport, ouais. Et pas sportif, parce que journaliste sportif, c'est celui qui court après. Alors, journaliste de sport, enfin bref. Et j'ai donc fait une école de journalisme. J'avais vraiment envie d'être journaliste. Donc, vous avez fait le CELSA, je crois, c'est ça? Ouais, CELSA, ouais. le CFPJ en alternance. Et après, j'ai pu intégrer une rédaction, mais il y avait un projet que j'ai pu mener parallèlement au judo, et c'était ça la complexité, parce qu'à l'époque il n'y avait aucune structure et aucune passerelle possible, donc c'était rock'n'roll. Mais c'était déjà assez clair dans votre tête. Camille Lacour, vous saviez ce que vous vouliez faire ou pas du tout? Non, je savais pas vraiment où je voulais aller, mais à la fin de ma carrière ça commençait à se dessiner. J'avais fait des conférences avec mes sponsors, j'avais trouvé ça intéressant de retransmettre tout ce qui se passait dans le sport et faire le parallèle avec le monde de l'entreprise. Ouais. Et donc j'ai fait une formation pour un après-carrière, commencer par ça. Et donc je pense que c'est là aussi l'avantage d'être dans un sport où il n'y a pas beaucoup d'argent, c'est qu'on est obligé de penser à l'après. Oui. Et il faut trouver des avantages. Hein. On aurait préféré être millionnaire en faisant notre sport. Mais... C'est vrai que c'est un constat d'ailleurs qui est fait, que c'est plus compliqué finalement de se reconvertir pour les sports qui sont très très exposés, comme le foot notamment, parce que souvent on prévoit encore moins quand on a une grande carrière de footballeur, parce que on gagne très très bien sa vie, donc on ne pense pas à l'avenir. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'effectivement, mais même, je vais plus loin, c'est-à-dire que quand vous êtes par exemple footballeur ou rugbyman, vous savez dans un rôle de consultant, vous avez globalement une chance de trouver assez vite du travail, si vous avez un palmarès, parce que c'est un feuilleton, c'est tous les week-ends, donc il y a une récurrence, alors que le judo ou la natation, c'est quasiment tous les 4 ans ou tous les 2 ans au moment des championnats du monde qu'on en parle. Donc l'exposition médiatique elle est différente. Et c'est vrai qu'en ce qui concerne la vie dans les médias, on se dit que devenir commentateur sportif, c'est un peu la voie toute tracée. C'est ce que vous avez fait d'ailleurs au début, hein. Céline Géraud, c'est comme ça que vous êtes entrée dans le journalisme petit à petit? Oui, c'est ça. J'ai commencé à commenter en direct à la télévision, même si j'avais commencé par la presse écrite. Les championnats du monde avec Pierre Fula, que j'embrasse. Ouais. Je ne sais même plus que c'était dans les années 90. Il avait fait Nagano. Ici Nagano, voilà. Nagano, ouais. Et là, j'étais dans le rôle de la consultante, mais j'amenais aussi déjà des petites infos. J'essayais d'être à la frontière entre le journaliste et le commentateur. Ouais. Et il y a énormément de sportifs qui ont ensuite été embauchés dans les médias pour commenter leur sport. Je vous en cite quelques-uns. Lizarazu Dugarry, Laure Boulot, David Ginola pour le foot, pour le tennis. Il y avait bien sûr Patrice Dominguez, Arnaud Beutsch, Amélie Mauresmo, Marie Pierce. Et dans d'autres sports, on peut citer Philippe Candeloro, Luc Alphand ou Fabien Galtier. Mais le commentaire sportif, ça marche, vous le disiez, uniquement pour les sports très médiatisés. Parce que pour les autres, à part les JO tous les 4 ans, il n'y a pas grand-chose à commenter. Voilà, c'est ça. Ou alors, il faut essayer d'ouvrir sa palette et s'ouvrir à d'autres sports. Ce que j'ai très vite compris. Parce que je me suis dit, si tu fais que le judo, globalement, ça va être assez restreint. Donc, d'où l'intérêt de faire une école de journaliste, d'avoir un projet. Et c'est souvent ça le souci, c'est quand on est la tête dans le guidon, on a du mal à imaginer l'après. Donc, il vaut mieux l'avoir avant. Mais ça, c'est un peu la tombola. Tout le monde n'a pas. Et puis, même quand on est un commentateur de Roland-Garros, ok, on va beaucoup l'entendre pendant les 15 jours de compétition, mais le reste du temps, il faut bien qu'il fasse autre chose. Alors d'ailleurs, combien ça peut gagner les commentateurs sportifs? Julien Pichenet a mené sa petite enquête. Vous êtes curieux, hein? Il nous donne quelques gros chiffres dans un instant, on revient. Culture Média sur Europe 1 avec la suite de la question média du jour. Thomas Hill, comment rebondir après une carrière sportive? Nous sommes toujours avec Camille Lacour, Sylvain Ventre et Céline Géraud. Et on le disait, beaucoup de sportifs se reconvertissent dans le commentaire de compétition à la télévision. Et alors Julien Pichenet, vous dans une autre vie, vous êtes aussi commentateur sportif pour le tennis. Donc je vous ai demandé d'enquêter sur ce que peut gagner un commentateur sportif, qui soit connu ou inconnu. D'abord, quand on est peu ou pas très connu, qu'est-ce qu'on gagne? Déjà tout en bas de l'échelle,
parallèle, on a les journalistes qui en général sont moins payés que les consultants. Donc un journaliste peut toucher en moyenne 200 €. Ça va dépendre évidemment du média, 200 € par jour. Les consultants, les prix varient en fonction de la notoriété et du média, bien sûr. Il y a des grosses disparités. Le grand minimum, c'est 300-400 € par jour. Mais enfin, ça, c'est vraiment le minimum. Sinon, on est plus souvent autour de 1000 € la journée, voire même beaucoup plus sur une quinzaine comme Roland-Garros. Vous en parliez, Thomas, là, on peut atteindre des prix exorbitants. D'accord, c'est que 15 jours dans l'année, mais ça reste quand même beaucoup. Marion Bartoli, par exemple, sur une quinzaine, peut gagner jusqu'à 40 000 € pendant Roland-Garros. Guy Forget, ancien 4e joueur mondial, ancien vainqueur de la Coupe Davis, percevait de 60 à 70 000 € la quinzaine quand il était consultant pour France TV pendant la grande quinzaine. Et les tarifs sont encore plus importants pour Amazon, qui codiffuse Roland-Garros depuis 2021 avec France Télévisions. La pige de Joe Wilfried Tsonga, ancien 5e joueur mondial, s'élevait lors du dernier Roland-Garros, d'après les informations qu'on m'a communiquées, à plus de 100 000 € sur la quinzaine. On parle même de 150 000 €, ce qui équivaut à environ 10 000 € par jour. Là, ça nous fait mal, Céline Géraud. Une réaction peut-être assez Non, pas mal. Je pense que voilà, c'est la loi de l'offre et de la demande. Ouais. C'est un tournoi qui rapporte énormément d'argent aussi aux diffuseurs. Donc je pense que c'est toujours calculé comme ça. Parce que ça correspond à ce que gagnent les footballeurs aussi et qui vendent beaucoup de maillots. Camille Voilà. Lacour, vous avez été consultant, vous aussi, dans le Canal Sport Club, puis consultant pour France Télévisions. Mais vous avez aussi présenté des bêtisiers sur Énergie 12. Vous vouliez devenir animateur télé, vous vouliez devenir présentateur. Non, pas du tout. C'était une opportunité. Je trouvais ça rigolo. C'était quelque chose auquel j'avais pas du tout pensé. Et voilà, je trouvais que c'était un nouvel exercice et c'était enrichissant, quoi. Parce que vos nombreuses victoires, elles vous ont donné aussi une certaine popularité ça vous a permis de participer à de nombreuses émissions, comme je pense au Traître sur M6, Danse avec les stars sur TF1. Alors c'est peut-être pas une vraie reconversion, mais en tout cas ça permet de gagner un peu mieux sa vie aussi, tout ça. Alors oui, bien sûr, ça permet de mieux gagner sa vie, mais c'est surtout des expériences. Je trouve que moi, j'ai pas fait ces 2 expériences, en tout cas. Bon, les traites, j'y suis resté qu'une journée. Apparemment, j'étais trop curieux. mais en tout cas, je l'ai pas fait pour l'argent. Je l'ai fait pour le jeu. Je trouvais que c'était génial d'être enfermé dans un château, de jouer au menteur-menteur. Je trouvais que c'était très rigolo. Danse avec les stars, je me suis dit... je sais mon niveau de danse qui est à peu près au niveau de 0 et je me suis dit quel challenge, j'allais dans un endroit, ça fait 10 ans que j'excelle dans un sport et là je vais aller dans un endroit où je me sais mauvais et je trouve que c'était assez drôle d'essayer ça. En vrai c'était une catastrophe et c'était très difficile à vivre mais au moins j'ai vécu ça mais voilà, l'argent c'est une conséquence, il faut pas, pour moi en tout cas c'est pas une idée de courir derrière ça pour faire ces émissions. Pourquoi vous dites que ça a été difficile à vivre ? J'ai compris les gens aigris dans le métro, en fait, de me lever le matin pour aller faire quelque chose dans lequel j'étais pas bon et que j'aimais pas, danser. C'était vraiment une lutte. Alors voilà, je faisais ça parce que je m'étais engagé et je respectais mon engagement, mais il y avait vraiment je pense que c'est pas moi qui n'aimais pas la danse, c'est la danse qui ne m'aimait pas. mais Thomas, ça fait aussi partie, je pense, de ce qui fait un peu l'ADN des sportifs de haut niveau, c'est qu'on a toujours besoin de sortir de notre zone de confort. Oui. Et d'aller sur des endroits où on ne nous attend pas forcément parce qu'on a un niveau d'exigence qui est assez élevé et on cherche toujours à aller au-delà. Donc ce qu'a fait Camille, c'est assez en phase avec ce qu'il a vécu avant. Mais c'est ce que je me dis aussi, l'expertise qu'on acquiert en devenant sportif de haut niveau, cette exigence que vous avez avec vous-même, c'est aussi très utile quand on veut faire une carrière médiatique Clairement. Comme la vôtre. Moi, le judo me sert tous les jours. Le sport de haut niveau me sert tous les jours. Ouais. Dans le rapport à l'autre, dans la gestion des invités. Alors, au judo, on a l'avantage, c'est qu'on touche. C'est un sport de contact. Donc, moi, des fois, quand je serre la main de quelqu'un, j'arrive tout de suite à savoir dans quel état il est. Quand je prenais mon adversaire, que je posais les mains sur le kimono, le kumikata, j'arrivais tout de suite à savoir si elle avait peur, si elle était en position de force, si elle se pensait supérieure à moi, s'il y avait une faille. Donc c'est très utile. Et puis vous pouvez éventuellement l'éclater à la sortie. Exactement. Voilà. Après un invité pendant le journal. Et tous les sportifs de haut niveau, on a une espèce de 6e sens qui est assez mystique, assez difficile à expliquer, mais qui permet des fois d'anticiper les choses. Ah ouais. Ça, vous sentez les réponses. Voilà. Où on se doute de ce qui va se passer. On n'est pas voyant. C'est pas Madame Irma, mais il y a quelque chose. Une espèce de visualisation permanente de ce qui pourrait arriver. Sylvain Ventre, vous, avant d'être producteur, notamment de documentaires, vous étiez handballeur de haut niveau. Comment la bascule elle s'est opérée pour vous ? Je pense que j'ai anticipé parce que j'avais envie aussi d'anticiper cette nouvelle vie, cette nouvelle, on va dire c'est une deuxième vie, parce qu'on appelle ça la petite mort du sportif. Et c'est vraiment une autre vie. Et j'ai eu la chance de pouvoir faire une école de commerce donc assez tôt, en fait, de faire un pont grâce au sport de haut niveau, d'avoir l'opportunité j'ai fait l'ESSEC à Paris. Et puis suite à ça, j'ai pu intégrer le groupe Lagardère où j'ai été agent sportif pour les sportifs du groupe Lagardère. Et puis
j'ai créé une agence de publicité avec Romain Collinet, qui est une agence créative qui travaille dans le sport. Donc ça a été beaucoup de résilience, beaucoup d'abnégation, et comme le dit justement Céline, je pense que c'est viscéral en nous d'avancer, de réfléchir à des projets, d'être animé par ces projets. Donc, ce qui arrive aujourd'hui avec Strong. Céline Géraud, est-ce qu'une carrière dans les médias comme la vôtre, ça se vit aussi un peu comme une carrière de sportif de haut niveau, avec des objectifs, des hauts, des bas, qui peuvent être assez violents aussi par moments, des changements d'écurie aussi, oui, vous en avez vécu? Oui, tout à fait. Moi, j'en ai vu quelques-uns. J'ai fait des virages à 360. J'assume totalement le fait d'être allé à TF1 pour faire l'île de la tentation. Là aussi, il y a le côté expérience qui m'intéressait. Mais parce qu'il y avait un challenge, on m'a dit clairement, il faut que tu fasses telle audience, tant de millions, et si tu fais ça, tu auras un contrat. Donc moi, c'est exactement ce dont j'avais besoin, c'est d'avoir des objectifs à atteindre. Vous aviez envie de faire oublier votre image de sportive aussi? Non, pas du tout. Parce qu'elle me suit toujours. Quand j'interviewais des candidats sur l'île de la tentation, ils venaient du sport, ils savaient que je venais du sport, et du coup, ils étaient hyper à l'aise, ils étaient hyper détendus. Ils disaient, elle est pas tordue, elle est cool, elle va pas aller... Et c'était vrai, je n'étais pas tordue, donc moi, c'était juste, je faisais le job, mais je bossais aussi au sport en même temps, je continuais, je n'avais pas perdu non plus le fil de mon histoire. Oui, je suis d'accord avec vous, il y a ce côté aventureux, quoi. On est toujours à la recherche de sensations qu'on a vécues quand on était dans le sport de haut niveau, qu'on sait qu'on les retrouvera jamais. Une Marseillaise, quand on est champion du monde ou champion olympique, c'est un truc inimaginable, enfin qu'on peut pas raconter, qu'on peut pas transmettre. Et on essaie toujours de rechercher ces sensations dans un job ou un métier où on se dit on va retrouver un peu la même chose, l'adrénaline. Et l'avantage des médias, c'est qu'il y a le direct, il y a la pression, il y a des choses qui marchent pas, t'es obligé de... Et t'as toujours cette espèce d'énergie de sauver ta peau, quoi, à chaque fois, quoi. J'adore. Et d'adrénaline que vous retrouvez du coup de 13 à 14h tous les jours sur Europe 1. Merci Céline Géraud d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup aussi à Sylvain Ventre et Camille Lacour. Merci. Et on vous invite à aller voir ce documentaire Strong sur Prime Video. Ça sort aujourd'hui et c'est vraiment très chouette à regarder. Merci beaucoup d'être venus tous les deux. Merci beaucoup. Et Culture Média continue après les infos de 10h, Thomas. Oui, on sera avec l'humoriste Jérémy Ferrari qui sillonne les routes avec son spectacle et qui va finir en apothéose à l'Accor Arena de Paris. Ça s'appelle Anesthésie Générale.